un an jour pour jour, en plein cœur de Mexico, la foule était rassemblée place de la Constitution. C'est là que Claudia Sheinbaum a été investie présidente du Mexique. Ma responsabilité est de conduire le Mexique sur la voie de la paix, de la sécurité, de la démocratie, de la protection de l'environnement, des libertés et de la justice. Investie pour 6 ans après avoir remporté la présidentielle avec 60% des suffrages, Claudia Sheinbaum a succédé à son mentor, l'ancien président de gauche Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO. Un moment historique dans un pays encore très machiste. C'est la première femme présidente de toute l'histoire du Mexique. L'heure des femmes est venue. Résolument féministe, Claudia Sheinbaum, 63 ans, est une scientifique, docteur en ingénierie énergétique et ancienne membre du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. L'ancienne maire de Mexico a fait reculer la pauvreté en augmentant le SMIC. Elle a durci le ton face au narcotrafic, un fléau qui, comme la corruption, continue de gangréner le pays. Femme à poigne, la présidente du Mexique a su tenir tête à son imprévisible voisin, Donald Trump. Nous coopérons, mais nous ne nous soumettons pas. Pour éviter des hausses exorbitantes de droits de douane, Claudia Sheinbaum, accusée par Washington de ne rien faire contre l'immigration clandestine et le trafic de drogue, a envoyé 10 000 soldats à la frontière. Et quand Donald Trump a souhaité rebaptiser le golfe du Mexique Golfe d'Amérique, elle a répondu avec malice. Et pourquoi ne pas appeler les États-Unis l'Amérique mexicaine? Ça sonne bien, non? Alors Claudia Sheinbaum parviendra-t-elle à rester dans les petits papiers de Donald Trump? Toujours plus populaire, fait-elle mieux que ses prédécesseurs dans la lutte contre la pauvreté et contre l'insécurité? Nos 3 invités pour ce débat, Hélène Combe, bonsoir, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du Mexique. Votre dernier ouvrage s'intitule « De la rue à la présidence ». Il vient de paraître aux éditions du CNRS. Selon vous, il y a un changement absolument profond, un changement sociétal au Mexique depuis la présidence de Claudia Sheinbaum, ça fait 1 an, notamment grâce à son slogan, nous y reviendrons, le temps des femmes. À côté de vous, Florian Louis, bonsoir, historien des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent. Votre dernier essai, 1904, jeunesse du XXe siècle, est paru aux presses universitaires de France. Selon vous, la présidente mexicaine tient tête à Donald Trump, ce qui booste sa popularité. Mais attention, ajoutez-vous, le président américain est versatile et pourrait être capable d'envoyer un jour son armée au Mexique. Et à côté de vous, Romain Robinet, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine, spécialiste du Mexique au XXe siècle. Votre dernier ouvrage, Naissance de l'indigénisme, le Mexique au XXe siècle, est paru au PUF. Selon vous, pour lutter contre l'insécurité dans le pays, la présidente mexicaine a abandonné la formule, alors je ne sais pas parler espagnol, abrazo sino balazos. Voilà, balazos. Qu'est-ce que ça veut dire? Des câlins, pas des balles. Elle affiche une plus grande fermeté, du moins dans son discours. Et on va démarrer, Benjamin, avec le sigle du jour. Oui, en espagnol aussi, 4T comme la Cuarta Transformación, la 4e transformation. Le nom du programme lancé donc par le prédécesseur de Claudia Sheinbaum, López Obrador, une rupture avec l'ordre politique et économique libéral qui avait prévalu jusque-là, et en référence aux 3 grandes précédentes transformations du Mexique en 2 siècles, la guerre d'indépendance, la réforme laïque et enfin la révolution mexicaine qui mit fin à la dictature. Hélène Combe, vous qui connaissez la présidente très bien actuelle puisque vous avez suivi son parcours, ce qui fait sa popularité justement, c'est parce qu'elle poursuit ce programme entamé par son prédécesseur? Alors, c'est à la fois parce qu'elle le poursuit, mais elle va plus loin également. Donc, il y a à la fois sur les programmes qu'elle a mis en place cette question des programmes sociaux qui sont extrêmement populaires, bien que les études montrent que c'est plutôt par l'augmentation du salaire minimum que la pauvreté a été réduite. Mais par exemple, elle a élargi la pension pour les personnes âgées, une pension universelle qui a été touchée par les personnes âgées de plus de 65 ans. Elle a élargi pour les femmes entre 60 et 65 ans. Et cette mesure touche bien sûr les femmes de milieu populaire, mais aussi les femmes de classe moyenne qui souvent n'avaient pas de retraite et qui, du coup, par exemple, trouvent une autonomie financière qu'elles n'avaient point. Donc en touchant des secteurs très variés de la société. Mais il faut parler, Romain Robinet, carrément d'un miracle mexicain quand on voit 52 millions de pauvres en 2018, 39 millions aujourd'hui, avec une augmentation du SMIC de 12%. C'est de cela dont il s'agit, une transformation radicale ?
Alors, c'est un soutien, disons, de la part de l'État et de l'administration, alors à la fois de López Obrador. AMLO, qui a été donc le grand prédécesseur. À partir de 2018, s'était fait de grandes transformations. Et donc, Claudia Sheinbaum est l'héritière de ce moment, qui est un moment qui est, je crois, destiné à marquer le Mexique pendant plusieurs années. Alors, peut-être un sexennat, 2 sexennats, 3 sexennats. Elle peut se représenter voilà. plusieurs Non. Mais non, au contraire, il y a une interdiction de se représenter. C'est un mandat par président ou présidente. Mais disons que s'il y a une sorte de ligne politique qui s'applique, eh bien la 4e transformation peut se prolonger. Donc en tout cas, c'est à la fois l'effet d'AMLO et Claudia Sheinbaum hérite aussi de cette impulsion sociale. Voilà. L'idée, c'est que les pauvres passent en premier. Florian Louis, c'est aussi une personnalité, cette femme que les Mexicains connaissent depuis aussi 20 ans, qui est dans le paysage. Oui, qui est longtemps été plutôt dans le sillage et dans l'ombre de López Obrador. Et ce qui est effectivement elle a été maire de Mexico aussi. Elle a été maire de Mexico, après López Obrador. Oui. Donc justement, ce qui est fort aujourd'hui, ce qui était pas gagné pour elle, c'est d'arriver à sortir, si ce n'est de l'ombre, en tout cas du miroir, avec Obrador, avec également Trump. Finalement, c'est une femme qui est prise sans cesse soit dans un affrontement, un face-à-face avec Trump, soit au contraire dans une relation de mentorat, d'héritage avec López Obrador. Et pour elle, et c'est peut-être l'un des grands succès sur un plan, on va dire, de la communication, mais ça va au-delà de cette première année, c'est d'avoir réussi à la fois à tenir tête à Trump, mais aussi, si j'ose dire, dans un autre sens, à tenir tête à López Obrador. J'entends par là, en tout cas, à s'émanciper, à être capable, tout en assumant et en poursuivant son héritage, de marquer sa singularité, de montrer qu'elle n'est pas qu'un clone, qu'une continuatrice qui ne ferait que récolter les graines, les fruits, semés avant. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Je nuancerai un petit peu. Je pense qu'en effet, ces détracteurs la présentaient vraiment comme la dauphine, avec peu de marge de manœuvre par rapport à López Obrador. Or, elle avait une vraie légitimité militante, acquise dans des mobilisations que j'ai suivies dans les années 2000. Et surtout, en tant que maire de Mexico, elle avait marqué de son empreinte, avec des choix qui étaient différents de López Obrador. Elle est beaucoup plus tournée vers les questions écologistes, elle est beaucoup plus tournée vers la question du féminisme. Mais je suis d'accord avec mon collègue sur le fait qu'elle a su tenir la ligne de crête pour ne pas se fâcher, tout en suivant désormais son propre chemin. Et alors, elle est la première femme donc, à avoir prononcé ce fameux cri depuis le balcon du Palais national à Mexico. C'était lundi 15 septembre dernier. Regardez. Quel coffre à Romain Robinet. D'où vient ce cri exactement d'indépendance? C'est quoi cette tradition? Alors, donc ça fait référence au processus qui a initié l'indépendance, mais qui, initialement, doit se lire dans une crise avec l'Espagne monarchique, au moment où le Mexique était la nouvelle Espagne et faisait partie de l'Empire espagnol. Donc, initialement, c'est un processus qui est lancé par un prêtre, un ecclésiastique, il y a l'idée de célébrer ce moment qui commence en 1810, sachant que je dis bien processus d'indépendance parce que ça dure entre 1810 et 1821. Donc c'est très tortueux. Et alors sur le féminisme quand même, Florian Louis, c'est assez impressionnant. Cette femme incarne cela aujourd'hui, un féminisme mexicain qu'on ne connaissait pas jusque-là. En tout cas, il est vrai que, sans tomber dans les caricatures, mais le Mexique est un pays, comme une large partie de l'Amérique latine, marqué par une forme de machisme, ou en tout cas de patriarcat. Et il est clair que cette première femme qui arrive à la présidence et qui s'en sort très bien, qui tient tête une fois de plus à un homme particulièrement viriliste dans son affichage comme Donald Trump, ça ne peut qu'effectivement donner une forme de fierté non seulement aux Mexicaines, mais aux Mexicains dans leur ensemble et contribuer effectivement à faire avancer ce sujet auquel elle est très attachée. Et c'est l'une des choses justement sur lesquelles elle a aussi essayé de mettre sa touche personnelle pour se différencier d'Obrador. Elle inspire les petites filles
qui veulent plus être princesse, mais qui veulent être présidente. Ça fait pas partie d'un narratif. Beaucoup mis en avant, mais ça s'inscrit quand même dans 30 ans de féminisation de la vie politique mexicaine. Dès les années 90, on a eu des présidentes de partis de premier plan qui étaient des femmes. Et donc, il y a eu tout un processus de féminisation. Elle est l'aboutissement de 30 ans de très forte féminisation, si bien que dès 2018, en fait, le législatif est paritaire au Mexique, aussi bien au Sénat que l'équivalent de l'Assemblée nationale. Hélène Combe, ça vous frappe pas quand même ce paradoxe qu'un pays, comme décrit par votre voisin, incroyablement macho, marqué par le patriarcat, fasse surgir une femme présidente, alors que des pays comme les nôtres, soi-disant héritiers des Lumières, berceau du féminisme, n'arrivent pas à faire surgir des femmes présidentes de la République. Il y a eu des femmes élues au Mexique après la Révolution, alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote. Donc il y a un féminisme mexicain qui est ancien, et la société mexicaine est un peu plus complexe que ça. S'il y a aussi, si le terme féminicide est né au Mexique, sous la plume d'une anthropologue mexicaine, c'est aussi parce qu'il y a eu toute une réflexion ancienne, importante sur ces questions-là. Donc qui est liée aux structures de la société, mais qui est aussi liée au fait que c'est une société qui a su dénoncer aussi ces phénomènes-là et qui, du coup, donne parfois une image un peu désajustée. Moi, personnellement, j'ai aussi vécu en Espagne. J'ai trouvé l'Espagne plus machiste que le Mexique. Et c'est vrai en même temps que l'image qu'on a, et on en parlait sur ce plateau il y a 2 semaines, quand on parle d'Amérique latine, Amérique du Sud, on pense à Javier Milei. Elle est à l'opposé de cela, Florian Louis. Quand même, c'est pour ça qu'elle impressionne aussi, non ? Oui, elle est effectivement à contre-temps d'une vague qui va vers la droite avec Bukele au Salvador, avec Milei en Argentine. Mais l'Amérique latine, de ce point de vue-là, on le voit bien, est aujourd'hui l'un des endroits où s'inventent de nouvelles façons de faire de la politique, aussi bien à droite qu'à gauche, pour le meilleur, pour le pire, mais on sent bien qu'il y a vraiment une dynamique. À vrai dire, c'est pas nouveau, mais effectivement, on est un peu à contre-temps de la grande vague de gauche qui avait dominé l'Amérique latine au début des années 2000, et le Mexique, de ce point de vue-là, lui, s'inscrit à contre-temps, et effectivement, c'est pour ça aussi que beaucoup, notamment à gauche, en Europe et ailleurs dans le monde, regardent vers le Mexique pour essayer justement de trouver un exemple, même si il me semble qu'il faut tenir compte des grandes différences des sociétés européennes et mexicaines, et pas sûr que les recettes mexicaines soient transposables en Europe. Alors, on va continuer à regarder vers le Mexique et on va regarder ce qui se passe au niveau de la lutte contre la corruption, notamment dans la sphère juridique, Anna. Oui, une justice qui est gangrénée par la corruption, en laquelle les Mexicains n'ont plus confiance, et pour cause, 96% des délits restent impunis au Mexique. C'est l'équivalent de 30 000 homicides chaque année. Alors, pour rétablir la confiance avec les Mexicains, la présidente s'est engagée à faire le ménage. Elle a demandé à son administration de mener des enquêtes et de révéler au grand jour des affaires de corruption, quitte à ce que certains de ses proches soient éclaboussés. Mais elle a aussi fait appliquer une réforme judiciaire inédite. Début juin, les quelques 100 millions d'électeurs mexicains ont été appelés aux urnes pour élire les 2600 juges et magistrats de tout le pays, c'est-à-dire de la base jusqu'à la Cour suprême. Et ça, c'est une première mondiale. Alors, cette intention de vote populaire, elle est louable, mais les résultats, en revanche, sont en demi-teinte. La première chose, c'est que la participation a été très faible, seulement 13%. Ensuite, l'opposition accuse le parti présidentiel d'avoir favorisé ses candidats pour mettre la main sur le système judiciaire. Plusieurs ONG pointent du doigt, elles, que ces élections vont davantage politiser les juges, qui vont être obligés de faire campagne pour séduire des électeurs. Et puis, enfin, le dernier risque, c'est que des membres des cartels puissent infiltrer la justice sans difficulté. Alors, Romain Robinet, cette loi, c'est une première mondiale, on l'a dit, mais est-ce que c'est efficace et est-ce que ça n'est pas plutôt contre-productif pour lutter contre la corruption ? Alors, je crois qu'il est trop tôt pour tirer un bilan net de cette réforme. C'est vrai que là, véritablement, on peut parler d'un pouvoir judiciaire qui émane de la volonté populaire et qui, effectivement, est attrapé par une sorte de tentation politique de la part de Morena. Indéniablement, il y a une dimension politique à faire élire les juges. Et le parti au pouvoir, Morena. Voilà, le parti au pouvoir. D'ailleurs, c'est du côté des opposants, c'est là une crainte importante, alors peut-être fantasmée, mais en tout cas une crainte importante. L'idée que finalement, ce parti va s'installer comme un nouveau monolithe et remplacer, prendre la place qu'avait le Parti révolutionnaire institutionnel, qui avait été au pouvoir de manière continue, disons de 1929 jusqu'à l'an 2000. Alors, il a changé plusieurs fois de nom, mais il y a eu un système de partis dominants, hégémoniques, durant très longtemps. Et donc, la crainte, c'est bien que l'élection de 2018 et toutes ses conséquences
dessine un panorama de ce genre. Mais Hélène Combe, certains disent que cette élection des juges, il y a aussi peut-être derrière une intention un peu populiste tout de même, de donner cette onction au peuple pour nommer ces juges. Oui, alors c'est certain que cette élection, elle est polémique, ce taux de participation qui a été très faible. Moi, j'étais sur place, les gens avaient beaucoup de mal à voter. J'ai été toute la journée dans différents bureaux de vote, c'était extrêmement compliqué. On n'a pas de lisibilité sur les gens qui sont arrivés, c'est assez compliqué à comprendre. Il faut quand même dire que la volonté de López Obrador, c'était justement le prédécesseur, parce qu'en fait, c'est une réforme qui a été imposée à Sheinbaum par López Obrador, juste avant qu'il quitte la présidence, c'était justement d'éviter la collusion avec le narcotrafic. Donc c'est très difficile de voir les choses clairement, mais je souhaiterais juste préciser que peut-être autour de cette réforme, il y a un faux débat. Le problème, c'est que le système judiciaire mexicain est engorgé et que, en fait, le vrai enjeu aurait été finalement de recruter très massivement pour arriver à faire diminuer l'impunité et le temps de traitement des dossiers. Donc je dirais que aussi bien le gouvernement que les opposants étaient peut-être un peu à côté de l'enjeu essentiel. Mais alors, est-ce que le défi, c'est pas l'insécurité, justement ? Si, bien sûr, c'est pas nouveau, c'est le défi depuis très longtemps, et c'est un défi tellement immense et tellement ancien que ce n'est pas en un mandat qu'elle va le résoudre, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est un défi donc très ancien, qui n'a rien de nouveau, mais qui prend une dimension nouvelle parce qu'il est internationalisé, instrumentalisé, dénoncé par Donald Trump. Et donc, ce grave problème intérieur au Mexique est aussi devenu un grave problème extérieur. Et ça crée cette intrication entre ces deux échelles qui le rendent encore plus complexe. Vous parlez des cartels, là, des rapports qu'ils ont avec la Chine, et surtout, et aussi des États-Unis, de la pression que met aujourd'hui Donald Trump sur le Mexique pour passer à la vitesse supérieure, au point de menacer de s'ingérer et d'aller faire le travail lui-même au-delà de la frontière. Donc on voit bien que ce qui était un problème de sécurité, ce qui n'est pas rien, devient un problème de souveraineté. Mais Romain Robinet, 62% des Mexicains ont un sentiment d'insécurité. Il y a des enlèvements massifs, ça reste un fléau. On a du mal à l'imaginer d'ici. Qui est ciblé par ces enlèvements ? Alors, dans ce sentiment d'insécurité, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois ce qui va être l'homicide volontaire, qui est une réalité tout à fait palpable. On est passé d'environ 80 homicides par jour à 60, donc il y a une légère baisse, mais bon, voilà, par jour. Ça reste quand même une réalité crue. Et la population perçoit aussi ce sentiment d'insécurité avec tout ce qui relève de l'extorsion, qui a pu augmenter ces dernières années. Tout ce qu'on appelle par exemple le derecho de piso. Quand on a un commerce, on doit payer quelque chose à quelqu'un qui veut extraire de l'argent de votre commerce. Donc ça concerne les classes moyennes, ça concerne les classes moyennes, les classes populaires, de celui qui est le vendeur de tacos ambulant, qui déplace son puesto de tacos jusqu'à un commerce un peu plus installé. Donc ça, c'est vraiment la partie palpable. Et finalement, dans les enquêtes d'opinion, cette partie-là, elle est très importante, et elle est plus importante que ce qui va concerner le narcotrafic et les cartels en tant que tels. La stratégie affichée par Claudia Sheinbaum face à Donald Trump, ça se résume en une formule: coordination, pas de subordination. Elle peut tenir dans ce rapport, ce bras de fer, coopération, pardon. C'est très difficile à dire avec un personnage comme Donald Trump. Disons qu'elle fait tout un travail qui est très intéressant, parce que je crois qu'un des succès aussi en termes de négociation, notamment sur les droits de douane, c'est tout le travail qui a été fait de délocalisation de ces équipes aux États-Unis. Donc ils vont travailler dans les ministères, avec les ministères leur équivalent. Et donc il y a ce travail de coordination qui est extrêmement fort et extrêmement présent, et je pense que c'est un des éléments de la méthode qui est assez peu connue et qui fonctionne pas mal. Elle lui a donné quand même des gages, Florian Louis, 10 000 membres de forces de l'ordre à la frontière avec les États-Unis. Oui, bien sûr, elle n'a pas obtenu les résultats qu'elle a obtenus sans rien donner aux contreparties, mais si on compare à ce qu'ont obtenu d'autres, à commencer par les Européens, elle ne s'en est pas si mal sortie. Ce qui est important, je pense, de rappeler, c'est que, on l'a dit, c'est une scientifique de formation qui a vécu, qui a fait sa thèse aux États-Unis, donc qui connaît très bien les États-Unis,
États-Unis qui parlent couramment l'anglais. Et ça, je pense que ça facilite beaucoup les choses, même si l'Amérique qu'elle a fréquentée n'est sans doute pas celle de Trump. Néanmoins, elle a, je pense, cette capacité, un feeling qui lui permet, malgré tout, de comprendre. On voit bien notamment que toujours elle est à la fois, et c'est bien normal, dans une posture de défense des intérêts des Mexicains au Mexique, mais aussi des Mexicains aux États-Unis, mais qu'elle a aussi cette compréhension de ce que l'Américain de base, entre guillemets, peut ressentir, notamment quand on a vu des drapeaux mexicains brandis dans des manifestations d'immigrés aux États-Unis, par exemple. Elle joue la fibre patriotique. Elle joue la fibre patriotique, mais sans affoler, entre guillemets, les États-Unis. Et effectivement, elle a vraiment un talent de ce point de vue-là de diplomate, à la fois dans la capacité à négocier avec Donald Trump et je pense d'avoir un message apaisant, rassurant, construit à destination des opinions publiques tant mexicaines qu'états-uniennes. Oui, sachant que la situation est très tendue, notamment cristallisée par le fameux mur. Donc on va regarder l'archive. Donald Trump a poursuivi dès son arrivée au pouvoir en 2016 la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique, le mur anti-migrants, qui avait été lancé en 2006 par George W. Bush, non sans conséquences humaines et évidemment économiques. Entre San Diego et Tijuana, le mur existe depuis des années, mais il est sans cesse renforcé et surtout rallongé. À terme, il devrait courir sur plus de 40% de la frontière du Pacifique au golfe du Mexique. Là où il existe, le mur aurait fait baisser de 75% le nombre des clandestins. Et à l'autre bout de la Californie, on s'en est bien rendu compte. Plus de main-d'œuvre, les poires ont pourri sur place, un vrai désastre pour les producteurs. Nous n'avons récolté que la moitié de ce verger. Nous n'avons pas trouvé assez de main-d'œuvre. Je pense qu'ils seraient probablement venus si le mur n'avait pas été aussi dissuasif. Il n'y en a que quelques-uns qui ont choisi de passer. Ces tas de poires qui pourrissent, c'est le prix à payer pour un mur dont la raison essentielle est de calmer une peur irrationnelle de l'autre. Romain Robinet, Donald Trump lui-même semble dire que maintenant ça peut être contre-productif pour l'économie américaine, ce mur. Donc peut-être que les choses peuvent bouger là-dessus ou pas? Alors difficile de le savoir parce que Donald Trump n'est pas quelqu'un de prévisible. Mais ce qui est une réalité, c'est l'interpénétration entre les deux économies, qui sont, alors qu'il y a une interpénétration qui date, on peut dire, de 1994 avec l'ALENA, le traité de libre-échange, mais qui est une interpénétration même ancienne, avec des flux migratoires qui datent du début du XXe siècle. Donc il va de soi que la réalité économique des États-Unis implique aussi une relation plus soignée avec le Mexique. Hélène Combe, elle fascine ici aussi parce que c'est une reine de la com quand même, cette femme, non? On a peut parler pour l'instant, mais bon, elle fait plein de choses sur les réseaux sociaux. Tout à fait, c'est tout à fait impressionnant parce qu'elle arrive à la fois à être très carrée dans ses conférences matinales où elle est vraiment l'experte tous les jours et en même temps, sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos très intimes et moi j'ai été frappée de voir que par exemple, beaucoup de gens en France m'ont dit mais c'est incroyable, j'ai entendu le cri de la présidente mexicaine et donc avec une capacité à pénétrer aussi les réseaux sociaux très importante. Et a inspiré les chefs d'État du monde entier. Florian Louis, Emmanuel Macron doit y aller, Ursula von der Leyen aussi. Oui, bien sûr, les inspirer, mais aussi, ça vient du fait qu'ils ont tous le même problème qui s'appelle Donald Trump et qu'on sait que les Européens... Il s'agit de contourner les États-Unis. Il s'agit de développer d'autres partenariats. Marchés. On a vu cet accord avec le Mercosur, donc plus au sud, en Amérique latine, négocié par l'Union européenne, aux grandes dames d'ailleurs de la France, enfin en tout cas une partie de l'échiquier politique français. Et des agriculteurs. Voilà. Mais on voit bien qu'on cherche à diversifier nos partenariats et le Mexique, de ce point de vue-là, qui est une grande économie, est évidemment une cible, entre guillemets, de choix. Est redevenu central. Merci à tous les trois d'être venus nous expliquer un peu mieux le Mexique et sa présidente si populaire.